Observer la nature et en faire profiter la communauté scientifique, c'est ce qu'on appelle les sciences participatives. En devenant des observateurs, nous pouvons ainsi contribuer à l'amélioration des connaissances scientifiques sur la biodiversité pour mieux la protéger. Nous sommes ici sur l'atoll d'Ouvéa qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité à l'UNESCO. Et sur cette île, la population est particulièrement soucieuse de l'état de santé de son environnement, surtout des récifs coralliens, Sandrine. Effectivement, les récifs coralliens sont une ressource alimentaire très importante, surtout dans ces îles où les gens vivent les pieds dans l'eau. Donc protéger ces récifs, c'est protéger ce qu'on a dans l'assiette, c'est également se protéger contre la houle océanique. Énormément d'avantages à avoir des récifs coralliens. Donc quand il y a des déséquilibres environnementaux, c'est l'ensemble de la qualité de vie des habitants qui s'en trouvent dérangés. Alors ces déséquilibres environnementaux, ils peuvent avoir deux causes, une cause humaine qui peut être due à la pollution ou à la surpêche, ou une cause purement naturelle qui peut être due aux événements climatiques, ça peut être les cyclones ou encore le réchauffement climatique. Et il existe, pour suivre l'état de santé de ces zones de récifs, il existe un outil de sciences participatives que tu coordonnes ici en Nouvelle-Calédonie. Oui, tout à fait. Donc ça s'appelle le RORC, donc le réseau d'observation des récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, qui est un réseau de surveillance citoyenne de la santé des récifs. Donc tout autour de la Grande Terre et des îles Loyauté, nous avons 88 récifs que nous suivons chaque année, soit en bouteille, donc par exemple avec l'association Paladalic ou les techniciens de l'aquarium, donc qui réalisent des observations avec la bouteille dans le dos, ou alors comme ici dans les îles, avec un masque tuba en apnée. D'accord, donc ce sont des observateurs et tout le monde peut devenir observateur ? Je dirais oui, tout le monde peut devenir observateur à partir du moment où vous êtes un petit peu à l'aise dans l'eau. Et il faut bien entendu suivre une formation de manière à ce que les données aient une qualité scientifique suffisante pour renseigner les gestionnaires sur l'état de santé des récifs. Est-ce que tu souhaites participer à notre suivi aujourd'hui ? Ah, mais absolument. Alors par contre, il y a une petite formation avant, donc D'accord. je t'invite à la suivre. Ah bah allez, avec plaisir. Ah bah regarde, il y a la banque qui est là déjà. Bonjour. 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 Ça va ? Allez, suivez-moi. Tiens, Elisabeth, je te donne une plaquette, là, comme les autres observateurs. Merci. Sur les suivis des récifs, on regarde plusieurs choses. Donc, on va regarder d'abord ce qui est habitat. Donc, c'est tout ce qui est collé au fond, là. Donc, c'est les coraux durs, coraux mous, les algues, les éponges, etc. Ensuite, on va regarder les poissons. Donc, les poissons qui vivent dans le récif, mais particulièrement ceux qu'on mange. Donc, les saumonés, les dawas, bec de canne, et aussi les poissons qui ont un message fort sur l'état de santé des récifs, comme par exemple les espèces herbivores, qui vont gratter la couverture en algues et permettre aux coraux de se placer. Donc ça, c'est pour le compartiment des poissons. Et enfin, pour les invertébrés, donc c'est tout ce qui est oursins, bénitiers, coquillages, toutounes, etc. Donc ce suivi, il est sur des espèces cibles, c'est-à-dire uniquement sur un certain nombre d'espèces qui donnent un message fort sur l'état de santé du récif ou son exploitation. D'accord. Donc il faut savoir qu'en Nouvelle-Calédonie, on a 3000 espèces de poissons, 15 000 espèces d'invertébrés, 400 espèces de coraux. On ne va pas s'amuser à tout décrire par le menu détail. Donc nous, on se base uniquement sur des espèces qui sont indicatrices d'un état. D'accord. Voilà, donc pour l'exercice, là, on va faire le transact école donc sur l'habitat. Donc regardez, je vais vous donner des fiches. Tiens, Nous, on va se mettre vous ensemble. mettez ensemble tous les deux ? Ok. Allez, Allez, je te suis. ça tombe bien. Nash a bien l'habitude de le faire, comme ça il va pouvoir t'expliquer un peu. Alors venez par ici, là. Donc Le zéro, on va ensuite, considérer le que deuxième point, D'accord. il est Donc là, Là, 50 ici. cm. Ok. Donc là, on voit que c'est un corail qui est un peu, il est abîmé, quoi, il est mort. Ouais. Donc, Du coup, c'est quel RC. au niveau Ouais. du zéro, RC. Ouais. Ça, c'est le débris, voilà, ça, c'est corail mort, là, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est ça. alors, les données, en fait, elles sont partagées de manière très très large. Donc, il faut savoir que déjà, la première chose, c'est de donner une indication sur la santé des récifs aux gens qui habitent sur la zone. Ça, c'est quand même la première chose. Ce sont eux les observateurs. Donc, cette donnée, elle est déjà restituée à la population des différentes zones sur lesquelles on va faire les suivis.
Ensuite, elle sert aussi à renseigner nos gestionnaires, donc les provinces, donc Nord, Sud et Îles, sur l'état de santé des récifs, de manière à ce qu'eux puissent prendre des mesures qui soient adaptées à la condition du récif. On les partage aussi avec des scientifiques. Il y a des groupes de scientifiques, qui soient français ou internationaux, qui ont besoin d'avoir des données pour évaluer la santé des récifs, qu'ils soient au niveau mondial, au niveau régional pacifique, de manière à pouvoir avoir des indications. Ils créent aussi des indicateurs avancés sur cette connaissance scientifique sur la santé des récifs. Ok, ben maintenant qu'on a fini la formation, on va pouvoir aller en mer. On a les bateaux qui sont là-bas. Donc on prend pas le masque tuba et puis on y va. Ouais, donc à Ouvert, vous êtes vraiment très impliqué dans le suivi de l'environnement. Hein. Oui, chouette. pour nous, c'est aussi un devoir aussi pour nous, parce que voilà, comme on dit, c'est notre garde-manger. Donc il faut qu'on prenne soin, on veille dessus. D'où voilà l'importance d'être avec l'Aurore pour aussi connaître l'état de santé de nos récifs. Ouais, c'est clair. Nous arrivons à Fassy, un des récifs que nous suivons sur Ihaï Nord. Donc on est dans les Pléiades du Nord et depuis 2018, nous surveillons ce récif. Nous sommes prêts à nous mettre à l'eau. Au démarrage d'un suivi, donc on pose d'abord un décamètre, donc sur 100 mètres de long, en s'aidant des piquets métalliques qui sont sur les fonds et qui nous indiquent l'endroit où on doit faire nos observations année après année. Les premières personnes qui partent sont les compteurs de poissons, donc qui comptent les poissons sur 2,50 m de large de part et d'autre du ruban. Ensuite, on effectue un comptage des bébés coraux, donc tous les petits coraux qui font moins de 5 cm, qui nous donnent une indication du potentiel de régénération du récif. Ensuite, il y a des personnes qui font un suivi sur les habitats, donc ils étudient la nature du fond. Et enfin, plusieurs binômes qui vont comptabiliser les invertébrés et les perturbations, donc sur 2,50 m de large de part et d'autre du ruban. Donc toi, Elisabeth, tu étais en binôme avec Nash. Qu'est-ce que tu as pu observer ? Alors, nous avons observé, on a vu des tout petits bénitiers, des bébés de 5 cm. Ensuite, on a vu beaucoup d'oursins. Et puis, sur la dernière partie du transect, on a vu quelques coraux qui avaient des taches blanches. Alors, qu'est-ce que ça veut dire précisément ? Alors, les coraux blancs, en l'occurrence ceux que nous avons vus aujourd'hui, sont stressés par la température. Leur couleur blanche indique que la température de l'eau est anormalement chaude pour la saison. Oui, parce que c'est vrai que cette année, on est encore sur un épisode La Niña. Il a fait extrêmement chaud. Mais ce n'est pas quelque chose qui va durer, ce blanchissement sur les coraux. Alors le blanchissement est lié au fait que les animaux polypes coralliens vont rejeter leurs algues symbiotiques. Donc on va voir leur squelette blanc par transparence, puisque le tissu devient donc transparent. Dès que la température de l'eau redescend, les algues symbiotiques sont réintégrées à l'intérieur du tissu du corail et il reprend sa couleur. Donc effectivement, c'est un phénomène qui peut être temporaire. L'objectif des suivis du RORC est de faire une surveillance sur le long terme pour apprendre à connaître nos récifs et connaître justement leur évolution, qu'elle soit dans la dégradation ou l'amélioration. On vient tout juste de commencer puisqu'on est à la 5e année de suivi. Donc écoute, nous, l'année prochaine, on sera là pour continuer le travail. Je t'invite à te joindre à nous pour continuer cette belle aventure. Eh bien, écoute, avec plaisir. Merci beaucoup, Sandrine. Merci, Elisabeth. Grâce aux nouvelles technologies, une participation massive de la population à l'observation de la nature a été rendue possible. Désormais, les plateformes collaboratives et les applications mobiles permettent à des milliers de participants de pouvoir s'engager. Nous sommes ici dans le parc provincial de la Dimbéa, sur le bras nord de la rivière, qui est un très bel endroit, au sein d'ailleurs d'une très jolie végétation. Et tous les deux, vous êtes coordinateurs de l'association Endemia, qui gère une plateforme collaborative en ligne. C'est le site endemia.nc,
qui a pour mission de recenser toute la biodiversité calédonienne. C'est ça, ouais. Donc en 2001, l'association a été créée pour héberger ce site internet par une famille de passionnés de plantes et d'oiseaux. Et au fil des années, de plus en plus de contributeurs sont arrivés et le site est devenu une référence sur la biodiversité indigène et endémique de Nouvelle-Calédonie. Et aujourd'hui, vous avez combien d'espèces qui sont recensées sur ce site? Alors aujourd'hui, on peut effectivement dire que c'est un site de référence puisqu'on a près de 15 000 fiches espèces, donc faune, flore et champignons, et ce qui représente presque 35 000 photos. Alors ici, on est surtout au milieu d'une flore qui est très riche. C'est un lieu qui est très connu des Calédoniens. La rivière d'Imbéa, tout le monde vient y passer un peu de temps le week-end ou pendant les vacances. Mais peu de personnes sont capables de nommer ce qu'ils voient. Donc, par exemple, là, je vois un arbuste avec des petites fleurs blanches, chancard. Ouais. Qu'est-ce que c'est comme espèce? Alors ça, c'est une espèce assez commune de maquis et de bords de rivière aussi. Les botanistes la connaissent bien, mais le grand public ne connaît pas forcément son nom. Et donc, on peut l'identifier. Toi, tu peux l'identifier, Elisabeth, avec une application qu'on peut télécharger là et que tu peux utiliser. Ah bah écoute, moi, je veux bien me prêter au jeu. Alors, qu'est-ce que c'est comme application? Alors, c'est une application qui s'appelle PlanteNet, Ok, donc je peux la télécharger que directement tu maintenant. trouves sur les stores classiques. Ok, alors attends, je vais le faire en direct. Donc voilà, tac. Donc PlanteNet, je télécharge. Ok, ça charge. C'est assez rapide, c'est pas une application très lourde. Voilà, et ben écoute, ça y est, elle est sur mon téléphone, donc Ok. je l'ouvre. Ouais. Donc à la première ouverture, l'application va te demander de choisir une thématique ou un secteur géographique. Donc ici, on est en Nouvelle-Calédonie, donc tu vas choisir flore de Nouvelle-Calédonie. Ah oui, effectivement. Ok, ça y est. Voilà. Nouvelle-Calédonie. Et là, on peut y aller. Tu as le petit appareil photo en bas au milieu sur lequel tu peux aller Ok, et voilà. faire ta première observation. Alors, donc qu'est-ce qu'il faut que je photographie? L'arbuste dans son ensemble? Alors pour les premières photos, c'est mieux de prendre des organes isolés. Donc ce qui marche le mieux, c'est les fleurs. Mais s'il y a des fruits, tu peux aussi prendre en photo les fruits ou les feuilles, la tige. Alors là, je fais un gros plan Ouais. de la fleur. Ah, Aurélie, est-ce que tu pourrais me tenir la tige, s'il te plaît? Voilà. Alors, peut-être avec... c'est pas grave, si à ta main, sur la photo, quand même que ça soit net. Oui. Ok, c'est bon. Donc là, je fais utiliser. Voilà. Ensuite, il faut que tu choisisses l'organe que tu as voulu mettre en évidence. Donc là, c'est la les fleurs. Voilà. Là, ça envoie une requête automatiquement. Et on devrait avoir les résultats. Voilà. Donc là, on a une liste d'espèces qui s'affiche. C'est un peu comme une recherche Google. Donc le résultat le plus probable s'affiche en haut. Donc là, on a effectivement Sananta virgata avec un assez bon score de probabilité. Donc a priori, c'est bien cette espèce-là. Donc il y a c'est un Sananta. 66% de chances que ce soit la Sananta virgata. Voilà, c'est ça. Ouais. D'accord. Et qui est une plante endémique? Oui, c'est une plante endémique de Calédonie qu'on appelle fausse bruyère aussi. Et qu'on retrouve vraiment partout dans le maquis et là ici en bord de rivière aussi, soit sous forme de petits buissons, soit ici comme presque un arbuste déjà. Vous savez quoi? Moi je me sens venir là une âme de botaniste en herbe et je vois qu'il y a d'autres fleurs un peu sur le parcours. Ah Alors, bah oui. Alors je vous laisse, Oui. je continue. Vas-y. Bon, on va aller en faire une ou deux nous aussi. Ben voilà, je crois que j'ai photographié toutes les plantes. Toute la flore de la Dimbéa. Ouais, exactement. J'ai qu'une envie, c'est continuer et on se prend très vite au jeu. Ah bah oui, oui. Alors, par contre, il y a une question que je me pose, c'est l'indice de confiance. Alors, j'ai eu des indices qui allaient de 2 à 90%. Ouais, oui, de oui. quoi ça dépend, ça? En fait, l'indice de confiance, il va refléter la ressemblance entre les photos que tu as prises et les photos qui sont dans la base sur laquelle se base l'algorithme, en fait. Donc, si tes photos ne ressemblent à aucune autre photo qui est déjà dans la base, tu vas avoir un faible score de confiance. Par contre, si l'intelligence artificielle trouve des photos qui ressemblent beaucoup à la tienne,
là tu vas avoir un score d'autant plus élevé. Donc plus il y aura de photos de cette espèce et plus l'indice de confiance pourra être élevé. C'est ça. Et en Calédonie, puisqu'on a en moyenne une dizaine de photos par espèce pour l'instant dans la base, on a des scores qui peuvent assez grandement varier dans d'autres endroits, comme en France métropolitaine par exemple. On a souvent plus de 100 photos, voire plusieurs centaines de photos pour une espèce, et donc là l'intelligence artificielle forcément est beaucoup plus performante. Mais c'est en recrutant de nouveaux utilisateurs et en ajoutant toujours plus de photos qu'on va réussir à améliorer la performance de l'outil. Alors comment ces photos, ces identifications arrivent ensuite sur le site d'Endemia? Alors les photos, elles sont dans un premier temps envoyées à la communauté PlanteNet. C'est la communauté qui va réviser de façon participative les identifications. Et ensuite, elles sont intégrées à la base de données de l'algorithme. Et ensuite, l'équipe PlanteNet, qui est basée en France, peut les extraire et les renvoyer aux partenaires locaux. Donc pour la Nouvelle-Calédonie, ce sera Endemia. Donc on attend de recevoir leurs infos une fois qu'ils les ont exportées. D'accord. Alors quelle est l'utilité au final de cet outil et des outils de sciences participatives en général? Alors là, c'est déjà une application de reconnaissance des plantes, donc ça permet à tout un chacun de mieux connaître la flore de son pays. Oui, j'ai pu l'expérimenter. Et puis c'est aussi une plateforme collaborative, donc comme l'expliquait Shankar, en fait, à chaque fois qu'il y a des photos qui sont prises, on améliore le système de reconnaissance de l'application, donc c'est-à-dire qu'on a des taux de confiance de plus en plus élevés. Et puis toutes ces informations pourront après aussi agrémenter la base de données d'Endemia. Et les scientifiques se servent de ces bases de données également? Alors oui, les scientifiques peuvent effectivement nous demander des données à Endemia et on peut extraire toutes les informations que l'on a, donc y compris celles qui proviennent éventuellement de sciences participatives, pour les transmettre à des scientifiques, à des bureaux d'études, voilà. D'accord. Bon, de toute façon, Endemia a besoin d'autres photos, même si on a déjà 35 000. Donc, moi, j'ai très envie de continuer. Tout est bon à prendre. Ah bah, ça tu vous peux. dit? Ah mais carrément. oui, on y va? volontiers. Ouais. Allez. Quel est le paysage des sciences participatives en Nouvelle-Calédonie et quel avenir pourrait-elle avoir? Depuis les années 90, les sciences participatives ont connu une croissance remarquable en termes de nombre de projets auxquels participent notamment les non-scientifiques et même les professionnels. Qu'en est-il en Nouvelle-Calédonie, Hubert? En Nouvelle-Calédonie, mais d'abord dans l'outre-mer français, on a recensé 145 projets de sciences participatives. C'est une étude récente menée par l'OFB, le Muséum et les CNRS. Et la Nouvelle-Calédonie arrive en tête avec 21 projets de sciences participatives actifs à ce jour. Alors parmi ces projets, on trouve notamment celui sur le recensement du cagou, le signalement des pétrels et des puffins en danger, le suivi des oiseaux terrestres, le recensement des mammifères marins, le suivi des serpents de mer, celui des raies et des requins, le suivi des sites de ponte des tortues marines ou encore l'inventaire des champignons. Les thèmes sont assez diversifiés et bien souvent ces projets sont portés par des associations mais ce ne sont pas les seuls acteurs des sciences participatives. Alors ce sont les acteurs principaux, beaucoup sont portés en effet par des associations locales, mais certains sont portés par des ONG comme nous et aussi de plus en plus par les instituts de recherche. Il y a différents types de projets de sciences participatives. Il y a tout d'abord les projets de suivi d'un milieu à un rythme, sur des sites précis, à un rythme précis. C'est le cas du RORC, le suivi des récifs coralliens qu'on a vu dans le reportage. C'est le cas du STOT, le suivi temporel des oiseaux terrestres mené par la SCO, où chaque observateur, une fois par an, au même endroit, dans un carré de 2 km par 2 km, va recenser tous les oiseaux pendant 5 minutes sur chacun des 10 points à l'intérieur de ce carré. Tu as également les projets de sciences participatives où tu vas renseigner des fiches d'observation sur des sites internet. C'est le cas sur le site internet de l'IRD pour le blanchissement corallien, également mené par l'IRD au Réanet pour le suivi des pullulations d'acanthaster sur nos récifs, ou encore sur le site du CEN, signaler une espèce exotique envahissante. Et tu as encore un autre type de projet de sciences participatives qui repose sur le téléphone et des applis, où justement on va pouvoir renseigner en ligne des observations. C'est le cas du projet PlanteNet qu'on a vu avec Endemia, mais c'est aussi le cas de SEV que nous menons VVF avec Endemia
pour le sauvetage des espèces végétales endémiques et qui permet non seulement de localiser des espèces dignes d'intérêt pour être préservées, mais aussi quand est-ce qu'elles fleurissent, quand est-ce qu'elles fructifient, ce qui représente des données extrêmement importantes pour le sauvetage et la conservation de ces espèces. Et donc développer une communauté de citoyens au chevet de cette flore menacée. Quelle est l'utilité au final de ces projets de sciences participatives? C'est du gagnant-gagnant entre le porteur de projet de sciences participatives et puis le citoyen collecteur. Pour le citoyen collecteur, il va apprendre. Il va apprendre à reconnaître des animaux, des plantes, et il va avoir une veille citoyenne, un niveau de compétence qui va augmenter. Comme j'ai pu le faire à Ouvéa en suivant la formation sur le suivi des récifs coralliens. Exactement. Et puis de l'autre côté, le porteur de projet, devient en capacité de collecter de la donnée qu'il ne pourrait pas collecter lui-même, parce que les espaces sont trop grands, parce qu'il faudrait beaucoup de temps et que ça coûte de l'argent. En s'appuyant sur le réseau de citoyens du territoire, ça devient possible. Oui, tout à fait. Alors justement, en parlant de ce réseau de citoyens du territoire, il y a un petit réseau qui est très connu à Nouméa. Ce sont de véritables vedettes maintenant. Je parle des Fantastic Grandmothers qui régulièrement vont photographier les serpents marins donc de la baie des Citrons pour une scientifique de l'université qui a donc initié ce projet de sciences participatives. Et je te propose d'aller la rencontrer. Allons-y. Bonjour Claire. Bonjour Elisabeth, bonjour Hubert. Bonjour Claire. Alors, Claire, tu as initié un projet de sciences participatives sur le suivi des serpents marins donc, en Nouvelle-Calédonie et tu as notamment un groupe de femmes qui va plonger régulièrement à la baie des Citrons, qui fait des photos des serpents et qui te les envoie ensuite. Qu'est-ce que tu en fais? Alors, ces photos, elle ne me les envoie pas à moi directement. Au début, elle me les envoyait par mail, mais maintenant, elle les dépose sur une plateforme de sciences participatives qui s'appelle iNaturalist. Donc, elles déposent leurs photos sur iNaturalist. Moi, je fais l'identification des espèces. D'autres personnes, pas que moi, tout le monde peut faire l'identification des espèces. Et ça me permet de recueillir des données sur où est présente telle ou telle espèce en Nouvelle-Calédonie, où elle vit. Donc ça, ce sont des photos de toutes ces femmes qui plongent, qui ont Oui. posté leurs images, les plus récentes par exemple. Voilà, donc là, récemment, Aline a déposé de nouvelles images de serpents marins. Donc par exemple, celle-ci, la plupart ont déjà été identifiées. Tu vois, l'espèce apparaît en dessous, mais sur celle-ci, l'espèce n'a pas encore été identifiée. Donc je clique dessus et je vais proposer une identification. Donc je regarde bien la photo. Tout le monde peut en proposer une? Tout à fait, tout le monde peut participer, tout le monde dans le monde entier. Donc j'ai des collègues scientifiques qui proposent des identifications, mais des amateurs, des non-professionnels peuvent très bien aussi participer. Donc c'est participatif avec les citoyens, mais aussi avec des scientifiques du monde entier, c'est ça? Tout à fait, et il y a énormément de participants sur les serpents marins qui ne vivent pas en Nouvelle-Calédonie, parce que la Nouvelle-Calédonie c'est un hotspot pour les serpents marins, donc beaucoup de gens d'ailleurs sont intéressés par nos serpents. Donc je regarde l'espèce, et d'après les caractéristiques, les dessins qu'il a, je me dis que ça doit être un hydrophis major. Après, il y a un autre indice aussi, c'est qu'il a un poisson-chat dans la bouche. Oui, bien sûr, cette espèce ne se nourrit que de poisson-chat, donc effectivement, c'est un indice. Donc avec ça, je propose hydrophis major. Je peux valider mon identification. Et à ce moment-là, l'espèce, cette photo, dans quelques minutes, le temps que ça se charge, va apparaître avec l'identification hydrophis major, va être classée dans les hydrophis majors, et pour la répartition de l'espèce, on aura une observation supplémentaire. D'accord. Super. Et n'importe qui peut monter son projet de sciences participatives sur cette plateforme? Tout à fait. Donc moi, j'ai monté un projet pour recueillir toutes les informations sur les serpents marins de Nouvelle-Calédonie. J'en ai un autre pour recueillir toutes les informations sur la biodiversité de la BD, mais effectivement, tout le monde peut participer, tout le monde peut ajouter des informations, tout le monde peut créer son propre projet pour recueillir des informations sur un groupe particulier ou sur un endroit particulier ou une période particulière. C'est vraiment un outil très puissant. Ça offre des perspectives incroyables pour l'avenir des sciences participatives. Tout à fait. Oui, je pense que c'est vraiment l'avenir des sciences participatives. Et d'ailleurs, Endemia va certainement s'associer à iNaturalist pour créer une représentation locale pour pouvoir mieux organiser le fonctionnement localement. Très bien. Merci beaucoup, Claire. Merci, c'est un plaisir. Alors, on vient de le voir, Hubert, il existe quand même des outils
collaboratif vraiment important pour développer des projets de sciences participatives. En face, on a un nombre de projets qui ne demandent qu'à exister. Au final, qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour aller plus loin? C'est déjà de faire connaître ce type d'outils collaboratifs, e-naturalistes, pour envoyer le message aux Calédoniens que c'est possible et que tout le monde peut participer et faire de la science participative. La deuxième chose, c'est qu'il faut donner la possibilité à nos enfants, leur offrir un temps scolaire dans leur programme pour faire de la science participative. Et puis enfin, tous les projets calédoniens ne sont pas connus au niveau national. Il y a une plateforme qui existe, Open Science Participative. Si tu y vas, tu auras 200 projets de science participative, tous hexagonaux. Alors que nous avons vu, il y en a 145 déjà recensés dans l'outre-mer français. Donc là, il y a vraiment un enjeu aussi de promouvoir ce qu'on fait déjà et ce qu'on fera demain. Alors, amoureux de la nature, si vous souhaitez participer à un projet de sciences participatives, c'est très simple. Si vous êtes plutôt côté mer, eh bien, il vous suffit d'avoir palme, masse, tuba, une petite combinaison pour la saison fraîche et de participer au suivi des espèces marines. Si vous êtes plutôt bouteille, voilà, ce sera donc un détendeur, un bloc et tout ce qu'il faut pour plonger. Et puis si vous êtes plutôt terrien, vous pouvez participer à l'observation des oiseaux en ayant une paire de jumelles ou une longue vue. Et enfin, si vous êtes plutôt geek, il suffit simplement de se munir des applications, on l'a vu, PlanteNet, on a également Mobi pour le milieu marin, et puis enfin Sève, dont tu as parlé tout à l'heure. Tout à fait. Merci Hubert. Merci Elisabeth.